Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce premier lundi d'après Mezzé, qui fait partie des nouveaux rendez-vous du MUSEM dans le cadre des lundis d'après et qui propose chaque lundi jusqu'en avril, une série de débats pour réfléchir au monde d'après. C'est le premier débat aujourd'hui à venir, sur 3 autres à venir à partir de 2021 qui sont dédiés à l'exposition Le Grand Mezzé qui s'ouvre au MUSEM, qui démarre à partir du 16 décembre, après l'ouverture du musée le 15 décembre, qu'on sera content de retrouver. Et cette exposition est une exposition semi-permanente qui qui se déroulera au rez-de-chaussée et qui est assurée par un commissaire, M. Édouard Delobry, qui parle donc du Mezzé, le Grand Mezzé. Elle s'intitule Le Grand Mezzé, et ce Mezzé qui est un assortiment d'entrées non carnées et carnées, froides et chaudes, crues et cuites, qui inaugure vraiment le repas, un grand repas épicurien. Les grands thèmes qui sont abordés dans l'exposition sont l'alimentation et la santé, l'agriculture familiale et l'agriculture industrielle en Méditerranée. On parle bien ici de la diète en fait méditerranéenne, qui a été un concept établi dans les années 50 par les États-Unis, par un chercheur américain, Ansel Keys, qui essayait de comprendre un peu l'obésité des Américains et qui s'est intéressé à ce régime méditerranéen qui mettait vraiment au centre de la nourriture les légumes, les légumineuses, les céréales, les herbes aromatiques et l'huile d'olive, peu de produits laitiers, assez peu de viande, assez peu même de poissons, et qui avait en commun beaucoup d'épices, des farcis, des pratiques culinaires communes à la Méditerranée et qui s'avéraient bonnes pour la santé. Cette diète méditerranéenne est devenue vraiment un concept qui a pris son essor dans les années 70 et qui a été jusqu'en 2010 reconnu par l'UNESCO puis en 2013 et mis sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité. C'était la première fois qu'un mode alimentaire transnational était labellisé. Donc ce concept réunit beaucoup de choses, le concept de la diète méditerranéenne, et qui me fait penser un petit peu à la phrase de Plutarque qui disait « Nous ne nous asseyons pas à table pour manger, mais pour manger ensemble ». Et donc pour parler de cette diète méditerranéenne et de l'alimentation en Méditerranée, nous avons aujourd'hui sur ce plateau 3 invités. Tatiana de Villancourt, qui est présidente du Fonds épicurien, qui a été monté il y a 6 ans, qui a pour vocation de soutenir financièrement des projets et des initiatives à but non lucratif qui mettent à l'honneur les savoir-faire en région PACA. Vous avez quelques 70 initiatives à votre actif et puis une centaine d'événements que vous avez soutenus pour des dons totales une somme totale de 600 000 € à peu près, qui est relativement conséquente déjà. Et là, Flalo, qui est chef du restaurant Yema, qui s'est créé il y a 1 an et demi maintenant. Oui, c'est ça. Rue d'Aubagne, à Noailles, et qui est vraiment, pour le coup, vous êtes toute jeune chef, vous rassemblez autour de vous une équipe de femmes. Exactement. Et qui ressemble déjà à cette idée du Mezzé, puisque c'est une équipe de femmes pluriculturelles aussi. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Et vous faites évidemment une cuisine levantine, qui est votre cuisine d'enfance. Oui, de cœur, c'est ça. Et de cœur. Et Christian Qui, cuisinier de la biodiversité marine, tel que vous vous intitulez. Vous avez une table d'hôte au Goude. Vous avez émigré maintenant sur ce territoire méditerranéen un petit peu sauvage, tout au bout de Marseille, face à la mer. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Alors, pour introduire un peu ce sujet, on va laisser la parole à Ella, qui va nous donner sa vision du Mezzé. Et en fait, on était l'autre jour dans votre restaurant et on y allait aussi plusieurs fois. Vous avez cuisiné, on va le voir tout de suite, un plat qui est votre plat totem à partir de patates douces.
et qui est constitué de harissa, enfin de patates douces cuites au four, de harissa, de citron confit, de crème crue et de grenades évidemment, de pickles d'oignons, et qui finalement, je trouve, rassemble complètement cette idée du mezze, de différentes cultures, de différentes pratiques culinaires, d'épices, de consistance, de texture, et qui parle autant d'une crème qui est un produit bien français que de grenades qui est un produit israélien que vous connaissez bien. On va peut-être tout de suite, avant que vous nous expliquiez votre vision, vous voir à l'œuvre dans votre établissement, à Yima, qui est à Noailles. Aujourd'hui, j'ai envie de faire 3 préparations qui sont pour moi fidèles à ce qu'on peut retrouver dans différents coins et autour de la Méditerranée. Que ce soit aussi bien chez nous, près de Marseille, ou également en Israël, au Liban, sur les côtes, au Maghreb, c'est en Grèce aussi. Ce partage de plats, c'est quelque chose qui est très commun à la Méditerranée. Dans un premier temps, ce sera donc la patate douce que je travaille avec un petit peu de crème crue, de la harissa que je fais moi-même, qui est assez douce, mais sur des notes de citron confit, des petits pickles oignons rouges, de la grenade. Ce plat-là, c'est le plat que je dirais est un peu totem du restaurant. C'est un plat que j'apprécie de par ce mix en fait des cultures. La deuxième chose que je vais faire aujourd'hui, c'est un tarama que je fais à partir d'œufs de limpe, qui est donc un petit peu noir, un peu côté charbon. Et c'est aussi une préparation qui ne demande pas beaucoup de matériel, d'ustensiles et pas beaucoup de temps. C'est une cuisine qui est hyper verte, qui est hyper végétale. C'est frais, ça se voit en fait. Rien qu'en regardant, on se dit que c'est frais déjà. Et enfin, la dernière préparation, ce sera donc la chouchouka. C'est un concassé de tomates qui a cuit pendant 4 heures avec des oignons et vraiment beaucoup d'épices. Donc du cumin, du curcuma, du za'atar, du sumac, du ras el hanout. C'est vraiment hyper parfumé, mais c'est pas piquant. Je rajoute une épice que j'adore, que ma maman m'envoie d'Israël, qui s'appelle le srou. C'est un mélange en fait de piment séché concassé, mais pour le coup ça je le dose vraiment de manière légère parce qu'il est extrêmement piquant. Donc ça rend quand même le tout épicé, parfumé, mais pas, ça pique pas quoi. Voilà, donc ça c'est des œufs qui sont déjà quasiment pré-cuits, c'est ce qu'on appelle des œufs quasi parfaits. C'est une pré-cuisson de l'œuf pour que ce soit plus rapide à la cuisson. Mais on peut très bien faire avec des œufs crus également. Et donc ça à feu doux avec un couvercle. Et donc il faut attendre que l'œuf soit totalement coagulé et que la sauce soit chaude. Donc là elle est cuite, tout est bien chaud. On va y mettre de la feta. Et pour terminer, un mélange d'herbes avec de la menthe, de la nette, de la coriandre, du persil. Et voilà. Voilà, on avait dans ces plats énormément de couleurs, on a vu, de textures, beaucoup de saveurs très différentes. Est-ce que c'est ça le mezze? Est-ce qu'il représente vraiment le mezze, ces 3 plats? Pour vous et là? Moi, j'ai l'impression que ça représente pas mal. En tout cas, du moins, c'est la représentation que je me fais du mezze. Quelque chose qui est généreux, qui se partage très facilement, qui est coloré, qui donne envie. C'est une cuisine au final et la façon de s'alimenter donc à travers le mezze, c'est du partage, quoi. C'est convivial et moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime faire, en tout cas chez Yima. Et dans la pratique, comment ça se construit? Enfin, est-ce qu'il faut faire des associations ou des choses qui sont complètement contradictoires? Comment on met sur une table des aliments qui, a priori, ne se parlent pas forcément complètement ensemble? Oui, je pense que c'est une question de feeling, c'est une question de... Je pense qu'il faut déjà goûter les choses, essayer de les associer, de les assembler. Après, moi, je fais beaucoup appel à ma mémoire, ce que j'ai pu goûter, ce que mes grands-mères, ma mère m'a cuisiné.
c'est quelque chose pour moi, c'est familial, c'est des souvenirs. Donc quand je crée des plats et quand je fais des associations, qu'elles soient plus surprenantes ou un peu moins, c'est vrai qu'il y a quand même toujours ce souvenir-là, de ce goût, de ce que j'ai pu sentir, de ce que j'ai pu aimer lors de mes voyages, ce que j'ai goûté. C'est vraiment toujours un souvenir en fait pour moi. Donc c'est à la fois un souvenir et aussi une pratique. Comme vous dites, on met sur la table un tas de petits plats. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y en ait autant? Alors, enfin, c'est vrai que dans notre culture française, on est habitué à la grosse cocotte sur la table. C'est pas du tout ces tables-là que vous avez, vous? Non, pas du tout. Les tables orientales, moyen-orientales, c'est des tables un petit peu qui débordent, qui sont très généreuses. Et c'est hyper appréciable aussi. Enfin, le fait de pouvoir goûter dans un même repas 10 choses différentes, mais puis qui sont des choses qui se répondent de par l'épice, de par aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, la dominante de légumes, de légumineuses. C'est des choses qui se répondent et c'est quand même hyper agréable de se dire que on est invité à manger ou on va manger, mais bon, ce ne sera pas la grosse cocotte. On l'aime, cette grosse cocotte, on ne va pas cracher dessus non plus. Mais bon, de se dire qu'on va goûter plein de choses différentes sur une même tablée et ça rend quand même le truc hyper familial, hyper convivial. C'est vraiment ce que j'apprécie. Et chacun ponctionne un petit peu ce dont il a envie, goûte à tout. Enfin, c'est aussi une liberté finalement. Oui, complètement. Après, ça peut créer des injustices. Moi, combien de fois, sur un repas de famille, il y a un petit truc que ma grand-mère fait super bien, c'est des poivrons à l'huile, mais qu'elle fait sécher pendant 10 jours sur son balcon. Donc, pour la quantité de travail, il y a un petit pot. Alors, on sait que celui-là, terminé, il n'y en aura plus au bout de 3 minutes. Mais ça permet de goûter à plein de choses, de partager, quoi. D'accord. Et ce qui est vraiment au centre du mezzé, c'est cette convivialité dont vous parlez autour de la table qui se crée entre chacun, on échange finalement autour des plats. Je trouve, c'est une forme d'alimentation et en même temps, c'est aussi une manière d'échanger en fait avec les autres c'est une belle réunion. L'art du mezzé, pour moi, c'est une belle réunion. Ouais. D'accord. Donc c'est aussi au centre de cette cuisine le produit. Beaucoup de légumes, comme vous disiez, de l'huile d'olive, enfin, les produits méditerranéens qu'on connaît, le légume qui est apprêté de différentes façons. Et ce produit méditerranéen qui est fait par chacun avec sa culture, Christian Key, il est particulièrement au centre de votre cuisine, qui est une cuisine presque d'art brut, enfin de matériaux bruts. Vous travaillez assez peu, énormément le poisson, mais vous intervenez relativement peu autour. Racontez-nous un petit peu comment vous cuisinez, enfin ce que vous faites. Et vous êtes installé dans un endroit à l'extrême de Marseille qui lui-même est très emblématique de la Méditerranée et qui lui-même est symbolique finalement de votre cuisine peut-être. Ouais, c'est sûr que le poisson est au centre de ma cuisine. Et du coup, c'est tout un processus que je mets en place par rapport à l'achat, par rapport à la rencontre avec le poisson. Et ensuite, ça continue à travers la cuisine où, en fait, voilà, je vais goûter chaque poisson et c'est le poisson qui va construire le plat. Et du coup, c'est cette relation dans un processus de rencontre avec les pêcheurs, avec la beauté des poissons qui construisent le plat. Parce qu'il y a la question aussi de la beauté de l'animal qui rentre dans la composition esthétique du plat, par exemple. Voilà, c'est aussi cette relation-là que je prends de l'Asie qui fait qu'on est sur des questions de beauté, de goût, de gourmandise, mais aussi de santé. C'est vrai que votre surnom, c'est Sushiki. Oui. Mais on va vous voir à l'œuvre justement au port de Marseille où vous allez quotidiennement acheter votre poisson, sur le vieux port de Marseille où il y a encore les pêcheurs locaux, une petite pêche locale faite de petits chaluts. Et on va vous voir tout de suite. Barquettes, pas des chaluts. De petits, enfin petits bateaux, je voulais dire. Et ben allons-y sur le port de Marseille. Et donc voilà, on est sur le vieux port et on va rencontrer quelques pêcheurs. Alors il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a eu mauvais temps. On est lié aussi aux saisons et aussi au climat, donc le Mistral. Et là, il y a eu Mistral, donc il y a peu de pêcheurs. Mais il y en a toujours quelques-uns. Du coup, voilà, c'est toujours la surprise. On va découvrir ce qu'il y a. Il y a différentes techniques de pêche aussi. Ça peut être la palangre. Je pense que celui-là, il fait la palangre sur la côte bleue. Et voilà, ils sont sur toute la région, en fait, des Calanques jusqu'à Martigues à peu près. Et du coup, on a un choix de poissons différents. Et selon les étals, on va trouver des poissons différents.
voilà, de cette partie de la Méditerranée. Bah ouais, celui-là, c'est très beau. Ouais, il est magnifique, quoi, ce beau Pajot. Comme il brille, c'est une sculpture sortie de la mer. Œuvre d'art. Moi, ce que j'aime dans le poisson, c'est que c'est vrai, un poisson cuisiné, c'est bon, mais moi, là où je préfère le poisson, c'est vraiment tout simple, quoi. Un filet d'huile, Ouais. sel, poivre, et des fois, je veux dire, ça suffit, c'est excellent. C'est excellent. Comme vous voyez, nos poissons sont tous à pêcher à la ligne, à l'hameçon, à la palangre. Voilà. C'est une technique de pêche artisanale, locale et responsable. Voilà. Quand vous rencontrez en contact avec les pêcheurs, il y a une capacité aussi d'apprendre des choses sur les poissons, mais aussi sur les recettes. Et du coup, voilà, vous pouvez aussi discuter recettes et avoir des techniques et des savoirs qui vous sont passés. On va prendre des poissons qui ont été pêchés, des poissons sauvages, pas des poissons d'élevage, donc les pêcheurs nous ramènent. Et puis, ce rapport au sauvage, contrairement à l'élevage, il est aussi très dépendant du coup de son environnement. Et donc des interdépendances écologiques de nos territoires. Allez, qui en veut? Mangez frais, mangez bon. Les dorades royales de matinée, personne n'a les mêmes. Alors, sur ce port, on a des vrais pêcheurs, ce qui dépend, en fait, l'affluence des pêcheurs et du public dépend un peu de la météo. Quand il y a du vent, il y a moins de pêcheurs et il y a moins de pêche, forcément, qui nous montre à quel point ce lieu est un lieu vivant et productif d'une réelle pêche que vous défendez. Donc parlez-nous un peu de ce que vous allez chercher et comment votre cuisine commence sur cet endroit emblématique de Marseille. Pour moi, c'est aussi défendre la cuisine d'une façon très personnelle, c'est-à-dire que je continue à m'amuser dans ce travail qui peut être très dur, très long, et du coup d'aller le matin voir les pêcheurs, voir les poissons, voilà, moi je m'éclate, même quand je ne vais pas travailler, je vais souvent sur le Vieux-Port, discuter, regarder les poissons, aller au café. Donc c'est tout cet art de vivre-là, en fait, que Marseille offre encore, où on achète ses poissons, on blague, on rencontre les gens, ensuite on va au café, ensuite on va à Noailles, on continue à faire ses courses. Et du coup, ouais, c'est plutôt un art de vivre qui n'est pas forcément de l'ordre professionnel, mais qui est offert aussi à plein de gens, plein de Marseillais qui vivent comme ça, quoi. Et qui se perd. Du coup, c'est aussi, en tout cas, quand je suis là, c'est aussi pour défendre ce système qui est aussi fragile. Et donc qui mérite d'être valorisé. Aussi fragile que les ressources halieutiques. Mais effectivement, vous êtes un des chefs qui défendent vraiment cet endroit et cette pêche-là. On est tout près de Yima, hein, c'est à quelques rues de là, qui est déjà de plus dans les terres. Mais vous allez commencer à construire cette cuisine en allant chercher vos poissons, en fait. Oui, c'est ça, le menu se construit sur les étages. Donc quand vous partez et que vous arrivez là-bas, vous ne savez pas ce que vous allez faire? Non. Par contre, quand vous en repartez, vous savez à peu près, vous avez en tête... Ouais, après il y a toujours une part d'expérimentation, de jeu, qui continue jusque dans la cuisine, quoi. Mais déjà, il y a un peu, voilà, on est en train de placer un peu son entrée, un jeu de cru, un jeu de cuit, là une petite soupe... Et puis c'est aussi, des fois, il n'y a pas grand-chose, donc il faut inventer, quoi, avec ce qu'il n'y a pas. Et du coup, c'est cette contrainte-là qui est intéressante aussi. Du coup, on continue à apprendre, à explorer des poissons qu'on n'avait pas touchés avant. Et du coup, quand on fait ça depuis quelques années, on se sent un peu rassuré qu'on va s'en sortir, quoi. Mais ouais, il y a vraiment une mise en danger, quoi. Mais comment le produit induit-il le plat finalement? Et là, vous avez peut-être sans doute la même problématique. Comment, quand on reçoit une très belle patate douce ou un très beau produit, on imagine un plat et on le construit? Ou d'un poisson, ça, c'est des processus créatifs qui dépendent de chacun, où on peut aussi bien... je sais pas, moi des fois je les imagine dans ma tête, où j'ai fait un plat, je l'ai expérimenté, mais je veux l'améliorer. Où je retombe sur des classiques que j'ai inventés d'une façon instinctive. Et puis il y a aussi des fois rester sur des choses qu'on a déjà faites, qu'on sait qui fonctionnent bien. Enfin bon, on a aussi des périodes aussi de paresse intellectuelle ou mentale où on va reproduire, on sait ça marche et ça va être intéressant.
puis de temps en temps, il y a une partie de mise en danger. Et sur le légume, on arrive aussi à réinventer ou à créer juste en voyant quelque chose qui arrive au restaurant? Après, il y a comme dans le poisson, comme dans tous les produits, quand c'est de jolie qualité, il y a des marqueurs quand même, des choses à suivre. Moi, c'est vrai que souvent, je pars d'un mode de cuisson. J'appréhende la cuisson pour essayer après, derrière, de l'associer avec telle ou telle chose, ou de l'assaisonner avec différentes choses. Mais ouais, je pense que ouais, il faut laisser part aussi à un moment à sa créativité, à des envies. Peut-être que si je reçois un produit au mois de janvier et au début du mois et à la fin du mois, j'ai toujours ce même produit, les choses auront évolué, il se sera passé des choses, des rencontres, des moments. C'est pour ça que c'est quand même la cuisine, ça reste un art qui est hyper vivant. Et chaque jour, en fait, les choses évoluent, quoi. Rien n'est... Enfin, Christian, je pense, comme moi, on travaille sur des cartes qui évoluent au fil et au gré des saisons. Et puis des mois, des jours, et les choses évoluent, en fait. Oui, vous n'avez pas de menu figé. Non. Et les plats du jour sont vraiment ceux du jour. Oui. Oui, parce que c'est pas s'ennuyer, en fait. C'est aussi d'être dans le jeu. Et donc, voilà, après, ce que je remarque souvent, c'est que dans la cuisine, c'est l'intention qu'on va y mettre qui fait la différence, et pas la recette, en fait. Et donc, tant qu'il y a un peu d'intention, et ça change vraiment beaucoup de choses en termes de goût, en fait. Cette intention-là, ça joue à pas grand-chose, hein, des petits dosages entre l'acide, l'amertume ou autre chose qui vont faire... Les assaisonnements qui vont faire le plat. Et les gens, je pense, le ressentent vraiment, cette attention dont parle Christian. Les gens le ressentent vraiment. C'est une émotion, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas forcément prévu, mais qui arrive là et on essaye. Et puis ça fonctionne pas et on réessaye. Mais ouais, c'est vrai que c'est en général cette petite attention, ce détail, ce truc un peu au final personnel qu'on apporte à la création qui va faire que ouais, ça va être super ou non, quoi. Est-ce que vous improvisez finalement aussi un petit peu Il y a toujours une légère part d'improvisation. Après, évidemment, quand les services sont très chargés, il faut que tout soit très rodé, c'est compliqué. Mais après, quand on est vraiment dans un moment de création, évidemment qu'il y a de l'improvisation, évidemment qu'il y a des loupés, et on est aussi obligé de faire comme ça, quoi. Pour arriver à un truc qui est super et surprenant, on est obligé de passer par différentes étapes, et oui, des choses surprenantes, ouais. Donc on voit que vous travaillez, Christian, et là aussi sur les produits locaux. C'est un impératif pour vous? Comment vous mettez dans votre esprit ces produits méditerranéens? Comment ils chevauchent? Comment vous les appréhendez? Et est-ce que c'est forcément quelque chose que vous voulez travailler, ou vous êtes amené aussi de temps en temps à voyager un petit peu plus et à aller chercher ailleurs? Ouais, c'est un double jeu. Alors c'est sûr que au niveau des poissons, du coup, on est bien achalandé ici. On a la chance d'avoir cette qualité. Et au niveau des paysans, des marchés paysans, il y a aussi une offre incroyable. Et du coup, moi, j'utilise ces marchés pareil, en fait, comme je fais pour les poissons, les marchés paysans. C'est comme si j'allais dans un jardin, en fait. Du coup, je suis surpris par les nouvelles plantes qui arrivent, des couleurs, des jeux. Et voilà, du coup, après, on crée des connaissances avec les paysans. Ouais, du coup, ça reste toujours aussi sur des formes aussi de qualité, de relations humaines, avec le marché, avec les gens. On n'est pas amis avec tout le monde, mais vraiment, il y a des liens forts qui se font avec certains. Et ouais, du coup, c'est un joli métier comme ça. Oui, cette convivialité dont on parle à table, elle se retrouve en amont dans vos relations avec vos producteurs. Ouais, c'est ça. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai mis en place dans mes processus de cuisine, quoi. Et du coup, sur le local, donc c'est des jeux. Après, effectivement, on parle du Grand Mezzé, donc de la Méditerranée. Et du coup, c'est l'huile d'olive, l'ail, toutes ces épices. Et du coup, moi, en habitant dans les Calanques, je suis entre la mer et les collines. Donc cette histoire aussi des aromates. Donc voilà, il y a quelque chose de, voilà, toujours du jeu, de construire des goûts, de construire aussi ce rapport à la santé. Et la beauté, l'huile d'olive, voilà, amène cet éclat comme ça. Voilà, du coup, j'aime pas le terme fusion, mais effectivement, je peux fusionner parce que c'est un jeu entre la sauce soja et l'huile d'olive, par exemple.
Et en quoi est-ce important de savoir d'où viennent les produits, enfin savoir quand vous utilisez cette huile d'olive qu'il y a une figure derrière et qui incarne finalement ce produit? Est-ce que vous allez le travailler différemment ou de savoir comment il a été cultivé ou planté, dans quel endroit? Est-ce que ça se ressent dans vos cuisines et dans vos manières de cuisiner? Bon, c'est toujours mieux. Après, je ne voudrais pas jouer au chevalier blanc, quoi. Je veux dire, on n'est pas là. Enfin, je ne porte pas un étendard complètement de connaître tout le monde et que de temps en temps, il y a des choses qui rentrent dans ma cuisine qui sont exotiques et qui viennent aussi peut-être de produits que je ne trouve pas ici. Mais voilà, c'est ce jeu-là, en fait. C'est continuer à rencontrer des gens, à avoir des idées, à goûter. Voilà, c'est quelque chose de vivant. Et en quoi vous avez le sentiment de cuisiner la Méditerranée? C'est une question un peu large, mais j'ai l'impression que du moins dans ma cuisine, je traite d'une cuisine, enfin, je traite d'une façon de s'alimenter qu'on retrouve autour du bassin méditerranéen, quoi, dans les goûts, dans l'honnêteté des goûts. Cette cuisine quand même qui est relativement ensoleillée, relativement ou juste, et des fois même peut-être que j'abuse un peu des épices, mais ouais, on se retrouve. J'utilise, et c'est vrai, j'utilise pas de beurre uniquement dans les pâtisseries, mais j'ai une cuisine qui est que de la crème crue. Ouais, la crème c'est vraiment l'exception, mais c'est vraiment l'huile d'olive, j'utilise énormément. J'ai l'impression qu'on cuisine la Méditerranée parce qu'on utilise et on se sert de ce qu'on a. Donc en effet, j'ai aussi tendance à utiliser et faire rentrer dans ma cuisine des produits exotiques, comme la patate douce ou comme la grenade. Mais après, 81% des éléments que j'utilise, c'est des produits qu'on a ici, quoi. Donc j'ai l'impression de faire quand même honneur à la Méditerranée, ce qui nous entoure, à travers ce que je fais, je pense. Mais on commence aussi à cultiver de la patate douce. Ça va arriver. Ici. Non, mais ici, on en trouve d'ailleurs. Donc les choses aussi évoluent. Bien et sûr. La diète méditerranéenne n'est pas figée. Enfin, on va le voir ensuite. Effectivement, ce qui hier n'était pas là peut l'être aujourd'hui. Donc, et vous, Christian, c'est la même chose? Vous avez ce sentiment d'être, particulièrement au goût, j'imagine, dans ce restaurant qui est vraiment dans un cadre assez magique? Oui, après, il y a le lieu de production de la cuisine qui se retrouve entre la mer et la colline. Et du coup, et vraiment, mon lieu, ce qui est intéressant, c'est qu'il a, la partie de la cuisine, la terrasse donne sur la mer, et de l'autre côté, on a installé une petite corde et on grimpe dans la colline. Et du coup, c'est aussi une balade digestive, aller se promener dans la colline, aller voir les calanques. Ouais, du coup, il y a un truc autour de s'échapper aussi d'un lieu, de profiter d'un environnement lorsqu'on vient chez moi. Après, le centre-ville de Marseille, en dehors de ces coins un peu éloignés de la ville, sont totalement dans cette relation à la Méditerranée, à travers Noailles, le marché de Noailles, les épices qu'il y a là-bas, toutes ces petites échoppes, boutiques, épices, sans parler du port. Oui, c'est là qu'on touche aussi à l'essence de la cuisine, qui n'est pas que de manger, le fait de manger, mais de se nourrir et intellectuellement et physiquement et dans les sensations. La cuisine, c'est un tout finalement, c'est aller ressentir les choses, voir, entendre. Et vous êtes tous les deux au cœur dans deux milieux différents, mais au cœur de cette Méditerranée très vivante ou très paysagère aussi. Oui, c'est un cadre. Hein. C'est vrai que, parlons, Noailles, c'est une population, c'est des odeurs, c'est du monde. Je pense que le style de nourriture que je fais, il se prête hyper bien à ce quartier qui est vivant, où différentes cultures se bousculent. C'est vrai que ce quartier transpire la Méditerranée, quoi.
le quartier de Noailles, donc ça colle, ouais. Ça Oui, marche bien sûr, vous n'êtes pas arrivé de là de façon anodine. Oui, par hasard. Noailles a beaucoup Oui. évolué ces dernières années avec l'installation de jeunes maisons comme les vôtres. Et pour vous, c'était important d'être dans cet endroit-là, enfin, Ouais, au milieu c'était primordial. C'était primordial. C'est vrai que je pense que ce que j'essaie de faire, de par les gens qui travaillent à mes côtés au restaurant, et ce que je fais, ça aurait été un non-sens de m'installer peut-être trop près de la mer ou. Je pense qu'il fallait voilà, un endroit où ça grouille, quoi, urbain, où ça transpire le soleil, quoi. Oui. Et vous, Christian, vous avez fait la démarche inverse, en fait. Vous étiez en centre-ville et vous êtes parti... Oui, mais je retourne tout le temps, en fait. Ouais, oui. Ouais, non, mais c'est vrai, parce que le Vieux-Port, du coup, c'est une sorte de triangle, Oui. comme ça, dans le ventre de Marseille. Et bon, c'est vrai qu'il y a d'autres lieux où je vais pouvoir faire mes emplettes, et voilà, une sorte de circuit un peu aléatoire, parfois. Mais ouais, c'est unique en fait ce centre-ville qui a une autre offre en fait. Enfin, on est plus sur un type de bazar en fait. Et c'est voilà, du coup il y a plein de choses que je connais pas en fait. Je rentre dans certaines épiceries, on découvre des poivres, des sels incroyables. Voilà, j'ai pas encore tout goûté là-bas, et loin de là quoi. C'est vrai qu'il y a une laiterie aussi en plein centre voilà. de Noailles. Mais c'est ça qui fait la force de cette ville, c'est cette pluridisciplinarité et cette culture très très diverse et qui se mélange, qui se confronte et que chacun va chercher selon ses envies ses envies principalement, je pense. Ouais, moi, je sais que j'ai intégré des végétaux comoriens dans ma cuisine. Quoi. Oui. Les bras de mafane, voilà, qui sont assez... On trouve à Madagascar aussi. Ouais, de coup, qui font et qui sont, voilà, je fais des pestos avec du bras de mafane, par exemple. Mais ça, voilà, on les trouve à Noailles parce qu'il y a toutes ces communautés qui arrivent, du coup, il y a des offres comme ça, délirantes. Les brettes qui sont des espèces d'épinards, enfin une amertume très très étrange qui ressemble un peu au fer en fait. Moi je trouve ça sur la langue. Non, mais c'est vraiment les mêmes sensations que les poivres de Sichuan. En fait, il y a ce côté électrique. Oui. Donc c'est un aspect physico-chimique qui va se faire et du coup, on a quelque chose qui vibre comme ça dans la bouche. Et pour le coup, effectivement, c'est vraiment la rencontre d'une préparation méditerranéenne sur un produit qui l'est moins. Le pesto intègre finalement tout un tas de cultures en lui. Ouais. Après, c'est des jeux, c'est toujours des jeux de longueur en bouche, de jeux entre le sel, le sucré, l'acidité. Et qu'est-ce qui construit un pesto, en fait. Et du coup, on rajoute, même si le terme d'umami n'était pas défini dans notre culture européenne, l'umami, voilà, c'est des longueurs en bouche qu'on va trouver, par exemple, dans le parmesan ou dans des tomates séchées. Donc, on le crée soi-même. Non, il est là. Il est là, puisque c'est une description de certaines molécules. Mais on n'avait pas mis ce terme-là encore. C'est les Japonais qui nous ont amené. On l'a plus réservé à la cuisine japonaise qu'à la nôtre, alors qu'en fait, elle est aussi riche de choses un petit peu qu'on ne sait pas vraiment nommer finalement. Oui, c'est ça. C'est vrai. Qui font des sensations bizarres, mais qu'on ne sait pas classifier. Donc on voit bien dans vos propos et dans vos productions culinaires que la Méditerranée, c'est vraiment une richesse de ressources que vous mettez en œuvre et en avant et que vous sublimez. Vous travaillez aussi beaucoup, Christian, à la préservation des ressources maritimes, qui sont vraiment un gros sujet en ce moment. Vous êtes militant ou faites partie de l'association Slowfish, qui est l'émanation poisson de Slow Food. Racontez-nous un peu comment vous travaillez là-dessus et qu'est-ce que quel est le danger aujourd'hui, quelle est la problématique du poisson en Méditerranée aujourd'hui? Après, c'est une problématique globale. Aujourd'hui, moi je suis comme n'importe quel citoyen qui se rend compte qu'il y a un changement écologique
est en train de se faire. Et du coup, ça touche à notre métier, dans cette idée déjà de la ressource. Quel produit on peut utiliser. Enfin, du coup, ça fait à peu près 10 ans que je cuisine à Marseille et je vois des espèces marines qui ont disparu ou des espèces marines qui ont diminué en taille. Et du coup, il y a plusieurs raisons là-dessus. Et du coup, c'est comment, en tant que mangeur, en tant que cuisinier, on peut partager ses connaissances avec des scientifiques. Du coup, il y a une collaboration qui est en train de se faire, parce que le fait que je sois au Goût, du coup, je suis dans le parc national des Calanques. Et là, du coup, il y a une rencontre qui se fait avec le parc pour que ces scientifiques nous donnent des informations, des connaissances autour de la ressource. Et donc autour de la ressource, mais aussi autour des questions d'éthologie, donc de beauté, de relations interspécifiques avec les animaux. Voilà, donc c'est comment on mange aussi le vivant tout en le respectant. Voilà, c'est un acte en fait de manger un autre être. L'aspect des saisons aussi, puisqu'on ne sait pas forcément, mais sur le poisson, il y a également des saisons, comme sur les légumes. C'est ça. Donc en fait, c'est en se mettant au diapason, non pas avec des industriels, mais avec des tout petits artisans. Eux sont du coup dans une recherche de ressources locales, vont modifier leur filet ou leur technique de pêche, on appelle ça la pêche des petits métiers. Et du coup, ça, c'est cette rencontre-là qu'ils font avec la mer, dont moi, je m'instruis, je pose des questions et j'achète les poissons, qui vont faire que, en fait, voilà, là, en ce moment, c'était la dorade royale, du coup, les prix aussi diminuent, augmentent selon les ressources. Donc, on est dans ce jeu-là, d'une relation où les liens ne sont pas coupés. Maintenant, effectivement, la question des pollutions, on vit dans une grande ville, avec des questions de pollution importantes qui affectent la ressource. Voilà, donc on n'est pas... on est au plein de cœur aussi de problématiques voilà, de toute ville européenne ou mondiale autour de ces questions de diminution des ressources halieutiques. Et de perte de la biodiversité. Oui, on est dans une problématique effectivement mondiale qui dépasse la Méditerranée, mais c'est finalement aussi quelque chose, Tatiana, que vous défendez au fond, épicurien, enfin, votre cœur d'activité, c'est vraiment de préserver les ressources méditerranéennes et locales. Et vous expliquez-nous un peu comment vous travaillez au fond autour de ça. Alors le fond épicurien, en fait, je vais retenir 2 mots qui ont été échangés par Ella et Christian. C'est à la fois le partage et le plaisir, déjà, juste pour expliquer un peu ce qu'on fait. Le partage, c'est parce que c'est un fonds de dotation, donc on a décidé à plusieurs dans la région de soutenir l'alimentation durable sous forme de dons, en recueillant des dons et en les redistribuant à différentes initiatives. Auprès d'entreprises ou les dons d'où ils viennent? Les dons viennent de particuliers pour la plupart, pas d'entreprises, très peu. Et c'est redistribué ensuite à des initiatives sur le territoire de la Provence. Et ensuite, le plaisir, c'est très important. Nous, on s'est mis un petit peu sous le haut patronage d'Épicure. C'est pour ça qu'on a appelé ça le fonds épicurien. Épicure, philosophe du IVe siècle avant Jésus-Christ, nous rappelait que pour atteindre le bonheur, il fallait savoir se procurer des petits plaisirs au quotidien. Et dans ces petits plaisirs, forcément, il y a l'alimentation aussi. C'est quelque chose qui revient tous les jours. Autant le faire avec plaisir. Mais justement, c'est des petits plaisirs dont parlait Épicure, parce qu'il faut pouvoir les renouveler tous les jours, ces plaisirs. Donc si on est dans l'excès ou dans l'abus, ou peut-être dans des ressources qui vont se diminuer ou s'amoindrir, ce plaisir ne pourra pas être renouvelé. Donc d'une certaine façon, Épicure parlait peut-être un peu d'alimentation durable avant l'heure. Et c'est ça aussi qu'on avait envie de souligner à travers notre fonds de dotation. Donc l'idée, c'est de soutenir plein d'initiatives sur le territoire, enfin, ce qu'on peut soutenir avec l'argent qu'on arrive à récolter, sur différentes facettes en fait. Donc on peut soutenir des produits, des producteurs, des filières, mais on peut aussi soutenir des lieux de distribution pour essayer de reconnecter aussi les consommateurs avec les produits, donc soutenir des marchés, peut-être des supermarchés coopératifs, enfin un certain nombre de choses comme ça, avec vraiment cet enjeu de se poser la question comment faire que cette alimentation qu'on souhaite durable puisse être accessible au plus grand nombre. Ça, c'est un des enjeux les plus importants.
Donc, pour vous donner des exemples précis, Christian parlait de Slow Food, on a soutenu un des produits assez emblématiques de notre territoire. Ce n'est pas un produit emblématique de toute la Méditerranée, c'est la brousse du Rhône, c'est une spécialité fromagère. En même temps, elle parle de la Méditerranée, elle parle de l'histoire de la Méditerranée, parce que ces chefs de la race du Rhône, elles sont sûrement arrivées de Mésopotamie, avec les Phéniciens, avec la création de Marseille, c'est ce qu'on raconte, il y a une légende, mais elles arrivent sûrement de toute façon, comme beaucoup de produits méditerranéens qu'on retrouve sur le pourtour de cette Mésopotamie, de ce croissant fertile. Et du coup, à travers ce fromage de chèvre qu'on a voulu soutenir, c'est une petite filière, c'est quelques chevriers qui résistaient comme ça. Qui sont juste aux portes de Marseille. Aux portes de Marseille, pas seulement au Rhône, on en trouve au-dessus d'Aix-en-Provence, on en trouve à Cuges-les-Pins. Ça faisait une décennie qu'ils bataillaient, ils sont arrivés à obtenir l'AOC, la plus petite appellation d'origine contrôlée, et l'AOP aussi. Et en fait, le principe de ce fromage, c'est un fromage issu de ces chèvres qui va être chauffé à 90 degrés, qui va floculer, qui va donner cette petite brousse qui, dans Marseille, était distribuée par des vendeurs de brousse qui venaient, qui criaient dans les rues. Jusque dans les années 70, les Marseillais ont vu ces petits vendeurs qui arrivaient des collines. Et qui a la particularité d'être dans des petites faisselles cylindriques qui se transportent difficilement d'ailleurs. Oui. Et qu'il faut consommer dans les jours qui viennent. Donc en fait, c'est un produit qu'on ne va pas trouver dans le nord de la France. C'est vraiment une spécificité locale. Alors pourquoi on l'a soutenu? L'idée, ce n'est pas de mettre une sorte de cloche de verre sur des spécialités régionales qu'on voudrait à tout prix conserver. Bien sûr, si on peut le faire, très bien. Mais ce qui est génial avec l'idée de la brousse du Rhône, c'est qu'au-delà d'être une spécificité régionale qui nous parle aussi de l'histoire des produits ou des animaux, et de toute cette histoire de l'alimentation, elles ont aussi un rôle aujourd'hui à jouer par rapport à des enjeux très contemporains. Et pour ça, c'était très intéressant de pouvoir soutenir ces chevriers. C'est que ces chefs, il y a vraiment un mode de pastoralisme, c'est la spécificité de ces chevriers du Rhône et de ces chefs qui tous les jours gambadent dans les collines pendant des heures. Et en fait, elles vont débroussailler la garrigue comme ça provençale et elles vont être un véritable coupe-feu. Et ça, c'est un très bon moyen de protéger nos collines des incendies. Donc ce qui est intéressant, en fait, c'est quand on s'intéresse aux produits et à cette idée d'essayer de soutenir des produits, des filières, c'est toujours regarder à travers le filtre de ce qui est aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi encore intéressant de soutenir les choses au regard de l'environnement, au regard du développement durable, de l'alimentation durable? Et c'est à travers ces filtres-là qu'on va un petit peu choisir les projets qu'on va soutenir. Comme autre projet, par exemple, il peut y avoir de soutenir de la réintroduction de l'arbousier dans les forêts. Donc l'arbousier avec ce fruit qu'on peut déguster de différentes façons. Petit fruit rouge avec des petits poils. Voilà. Mais aussi, pareil, l'arbousier, c'est un arbre pyrophile en fait, qui a cette capacité de pouvoir repousser assez rapidement dans les zones qui auront été brûlées. Et donc, ça a un intérêt de le mélanger à nos forêts varoises ou provençales et de pouvoir souvent le mélanger au chêne-liège dans les subrés. Et cette réintroduction, elle a du sens. Et du coup, c'est soutenir une association qui s'en occupe, Forêt Modèle de Provence, et essayer de trouver des débouchés pour l'arbouze, comme on l'utilisait aujourd'hui dans la cuisine, dans des bières à l'arbouze. Voilà comment ça peut aromatiser un certain nombre de choses, ou des confitures, ou des gelées. Il y a la même question qui se pose par rapport au pistachier, par exemple, en Provence. Oui, qui est une culture qui avait quasiment disparu et qui est en train de se réintroduire. Exactement. Et que vous soutenez, du coup. Et qu'on soutient avec cette idée qu'effectivement, il y en avait énormément. Pour autant, la consommation des pistaches n'a pas disparu. Je crois qu'on en importe 10 000 tonnes chaque année. Des États-Unis, notamment. Et notamment de Californie. Et voilà, et du coup, pareil, à nouveau, ce pistachier, en fait, est intéressant aujourd'hui parce qu'il peut vraiment s'implanter sur nos terres, parce qu'il supporte bien et le froid d'hiver et surtout la sécheresse et les chaleurs de l'été. Donc, il faut toujours regarder aussi à travers ces yeux, c'est la capacité d'un produit à pouvoir, dans le futur, vraiment s'installer en bonne intelligence par rapport à l'environnement, par rapport aux ressources, quoi.
Mais effectivement, comme vous disiez, à part, les chèvres ont un vrai rôle dans la nature et la préservation des ressources. Et au fond, on voit comment l'agriculture a façonné le paysage aussi, le paysage méditerranéen. Continue de le façonner et continue à le faire évoluer puisque les pratiques agricoles, elles aussi, évoluent. Aujourd'hui, de cette agriculture traditionnelle, on évolue de plus en plus vers une agriculture intensive. La région PACA est une région très productive. Évidemment, la demande mondiale explose. Et c'est vrai que ce phénomène de diète méditerranéenne a fait que la demande méditerranéenne est exponentielle. Du coup, il faut arriver à répondre et en même temps à préserver les ressources locales. Et c'est toute la dualité qui est aussi montrée au cours de cette exposition d'une agriculture paysanne et une petite agriculture et d'une agriculture intensive, industrielle. On est dans un paysage très contrasté en fait entre une présence du bio très importante en PACA. On est la première région en surface à utiliser du bio, mais on est aussi la première région en termes de pesticides à l'hectare, de kilos de pesticides à l'hectare. Donc c'est tout le paradoxe qu'il faut arriver, et vous êtes aussi finalement tous les trois le reflet de cette dualité entre industrie et agriculture ou petits producteurs que vous intégrez tous plus à votre niveau. Oui, on peut souligner aussi que c'est dans notre région que sont nées les premières AMAP. En 2001, oui, on va fêter les 21 ans déjà. Voilà, à Aubagne. Donc en fait, on peut regarder le verre à moitié plein et à la rigueur, j'ai envie de dire, au fond épicurien, on finit par le regarder de cette façon. Parce qu'à force de s'intéresser à des initiatives qui naissent sur notre territoire et qui, par exemple, avec la création d'une ferme urbaine comme Le Talus, va reconnecter les urbains avec de la production alimentaire au cœur de Marseille, qui était une ville dans les années 50 où il y avait une vraie production maraîchère dans tous ces quartiers, tous ces villages de Marseille qui a disparu et qui est en train de revenir dans Marseille. On a aussi une production de chèvres dans les quartiers nord, vraiment au pied des immeubles. Voilà, juste à côté, il y a Terre de Mars qui fait revivre un peu l'histoire de la Bastide marseillaise du XVIIIe siècle. La Bastide, c'était quoi à Marseille? C'était la résidence secondaire de famille, mais c'était aussi le lieu de production agricole pour cette même famille. Aujourd'hui, c'est assez beau de se dire que cette Bastide-là, elle ne sert pas pour une famille, mais en fait, c'est 4 jeunes qui se sont installés là, qui font du maraîchage, qui font traiteurs en plus, et qui vont produire des paniers, vont former, vont faire venir des écoles. Et ça, c'est vraiment un aspect très important qu'on essaie de soutenir, c'est recréer ce lien en fait. Alors là, on parle de Marseille, et c'est une ville très importante. C'est vrai que le lien entre le citadin et la production agricole est complètement perdu, mais peut-être que même à la campagne, c'est assez perdu aussi en fait, c'est pas qu'à Marseille. Après, au-delà de tout ça, il faut peut-être aussi souligner que Marseille, c'est une très grande ville, et il y a aussi des quartiers où il y a un total désert alimentaire. Ça a été souligné par la Cité de l'Agri, qui a lancé une grande étude justement là-dessus, Opération désert alimentaire, sur le 1er et le 15e arrondissement, où il n'y a pas, finalement, très peu ou quasiment pas de marchés paysans. Et la grande question, c'est, bien sûr, il y a les restaurants, les chefs ont ce rapport plus direct avec les produits, mais on doit se demander aussi, tout un chacun, on n'est pas forcément chef, bon cuisinier. Quel est notre rapport avec l'alimentation et qu'est-ce qui nous est donné autour de nous pour aller nous approvisionner? Et là, sur notre territoire, je crois qu'il y a vraiment une inégalité qui est peut-être plus grande encore qu'ailleurs, parce que Marseille est une ville quand même assez pauvre, et enfin très pauvre, dans des quartiers qui sont vraiment en désert alimentaire total. Et par exemple, avec la Cité de l'Agri, a relancé un marché qu'elle a appelé le marché retrouvé aux Égalades, qui a lieu une fois par mois, qui est une façon de réimplanter comme ça, dans un quartier, un marché avec des produits paysans pour se reconnecter les publics. Alors, je ne peux pas vous dire qu'il y a 90% des gens qui viennent sur place sont forcément du quartier. Bien évidemment, ça va attirer des gens qui viennent peut-être du centre, les fameux bobos. Mais ça reste quand même des initiatives qu'il faut souligner, comme le marché de la Friche Belle de Mai, des grandes tables qui a lieu tous les lundis, et les grands marchés. Pareil, dans un quartier qui n'a pas énormément de possibilités
Donc voilà, c'est des choses comme ça. À Noailles aussi le marché des Capucins, qui est un des marchés les plus populaires Alors de Marseille, lui, oui. en plein centre-ville. Là, dans ce centre-ville, je pense qu'il se passe énormément de choses autour de l'alimentation. Avec encore quelques commerces de bouche, il y en a plus beaucoup, mais un petit peu quand même. Donc effectivement, c'est un des aspects, bien sûr, cette façon à chacun de pouvoir s'approvisionner et de toucher le produit finalement, et de savoir l'appréhender et le connaître. Oui, cette rencontre, qu'on essaie de l'élargir à chacun, je pense que c'est très important. C'est en ayant un rapport direct, et c'était le principe des AMAP, quoi, avec les producteurs, avec l'agriculteur. C'est aussi comme ça qu'on se reconnecte finalement même aux questions de la saison, donc du climat, enfin d'un certain nombre de choses. Et on va rappeler juste le fonctionnement des AMAP pour les gens qui ne connaîtraient pas. Donc l'association du maintien pour une agriculture paysanne, l'idée était de précommander à un paysan un panier qui lui permettait de planter en fonction des quantités nécessaires. Et il y en a maintenant partout en France et ailleurs. Ça fonctionne très très bien en fait. Donc c'est une espèce de précommande et de soutien à une petite agriculture. On a aussi une agriculture périurbaine autour de Marseille très très importante, du côté d'Aubagne, avec énormément d'agriculteurs qui se réimplantent là-bas, et de production. Il y a des fleurs, il y a de l'élevage, il y a beaucoup de choses en fait. Et évidemment la Camargue qui est aussi très efficiente en termes de production. Donc une diversité évidemment de paysages et de production et de pratiques. On va voir un petit film sur deux agriculteurs qui nous parlent justement de façon, d'une vision différente du territoire. On est rentré dans la monoculture, à fond. Et en plus, derrière, on a rajouté la mécanisation, les tracteurs et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait, on n'a connu que ça. Parce qu'on ne se préoccupe que de produire. On ne se préoccupe pas d'interagir avec le végétal ou avec l'animal, pour ceux qui font de l'élevage. On se préoccupe juste d'asservir. Face à ce système agricole, l'agroécologie représente une alternative vertueuse, viable et durable. En réduisant les intrants chimiques, en économisant les ressources en eau, en favorisant la biodiversité, elle préserve la santé des agriculteurs, des consommateurs et l'environnement. La vigne, son biotope primaire, ce qu'on appelle pour toutes les plantes le biotope primaire, là où elles sont nées, c'est la forêt alluviale. C'est une liane qui progressait dans des milieux assez denses et elle progressait pour aller chercher la lumière. Donc on est très éloigné des garrigues, des zones très asséchées sur lesquelles on va voir les vignobles. Il faut des barrières de protection pour se protéger du vent, pour avoir de l'humidité, travailler les sols et protéger le minéral et l'humus des rayons du soleil. Et pour ça, il faut des barrières végétalisées d'arbres. Le projet de Julien Castel, planter un arbre tous les 25 mètres pour que chaque pied de vigne ait autant d'ombre que de soleil. Ensuite, utiliser la vigne comme tuteur pour des plantes potagères comme le haricot ou la tomate, couvrir le sol avec des plantes maraîchères et des fleurs mellifères, et laisser l'accès du terrain à des volailles dont les déjections acides vont jouer un rôle de rééquilibrage des sols calcaires. Du côté des éleveurs, cette approche se décline selon leurs besoins spécifiques. Chez Magali et Julien, la nourriture des bêtes est produite localement. Les animaux ont plus de place et ne subissent aucun traitement. Même l'abattoir et la découpe se pratiquent sur l'exploitation. On fait tout naître sur place, donc il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant, il y a plus de temps de travail. Et puis après, il y a aussi tout simplement la pâture, c'est-à-dire qu'on respecte un cahier des charges, donc les bêtes ne sont pas les unes sur les autres. On est transhumant, donc il y a les brebis et les vaches qui partent en montagne. Ils ont un grain bio, on sait d'où il vient, et tout comme le foin, c'est nous qui le faisons, et on sait qu'il n'y a pas d'ajout, il n'y a rien, c'est naturel, quoi. En France, la part de l'agriculture biologique a doublé en 5 ans. Elle occupe aujourd'hui 8,5% de la surface agricole utilisée, soit plus de 2,3 millions d'hectares, répartis sur plus de 47 000 exploitations, qui représentent presque 180 000 emplois directs et un marché de 11,9 milliards d'euros. La région Sud représente une part importante de l'agriculture biologique française. On y dénombre aujourd'hui plus de 4 000 exploitations bio,
répartis sur plus de 160 000 hectares qui occupent 29% de la surface agricole utilisée. Mais pour être véritablement vertueuses et respectueuses de l'environnement, les produits issus de l'agriculture biologique doivent s'inscrire dans un système de distribution qui privilégie les circuits courts, principalement par le biais des AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Voilà, on a eu un petit aperçu de cette vidéo beaucoup plus longue qui sera dans l'exposition que vous pourrez voir à partir du 16, le Grand Mézé en triptyque, et qui raconte ce territoire par ceux qui le font. Évidemment, on parle d'authenticité culturelle et géographique, et la question, et c'est aussi de se demander comment les choses évoluent. Vous nous avez raconté comment rien n'était figé. Et là, j'aimerais que, comme vous êtes toute jeune chef, que vous nous racontiez un peu comment se modernise le mézé et comment votre pratique diffère peut-être de celle de vos grands-mères, et comment la modernité vient confronter une tradition qui est forcément très importante et qui scelle votre façon de faire et votre façon de voir. Oui, en effet, je pense que j'ai voulu déjà préserver ce savoir-faire et ce truc un petit peu ancestral du mézé. Et, de par mon équipe, on est uniquement que des femmes en cuisine. Et c'était un choix, c'était une volonté, parce que c'est ce que j'ai vu. Hein. Moi, c'était ma mère, mes grands-mères, mes tantes. Ça a été toujours... nous, à la cuisine, c'était les femmes qui s'en occupaient. Et c'est quelque chose qui a beaucoup de pouvoir et qui est très important. Donc, je l'ai dupliqué un petit peu dans mon restaurant, mais de façon naturelle. Je crois que j'ai été, à ce moment-là, attirée par la présence de femmes. Et en plus de ça... Vous êtes 7, hein. Oui, en salle, c'est les garçons, c'est vrai. Mais en cuisine, derrière le comptoir, on est uniquement que des femmes de tout âge, de toute provenance, de différentes religions. Et on s'accorde, on travaille ensemble et c'est un plaisir, quoi. C'est de l'échange, c'est un vrai échange. Donc ça j'ai voulu donc garder ce truc un peu ancestral de cuisine entre femmes. Et après, la modernité, comme je le disais tout à l'heure, je pense que je l'apporte par moi, la touche que je vais vouloir mettre, les associations plus ou moins probables, la façon les modes de cuisson, les ingrédients utilisés, les différents fruits et légumes associés. Et puis ça reste aussi une cuisine qui est extrêmement végétale, je dirais à 95%. Quand on vient chez Lima, il y a une seule proposition de viande et qui est une proposition de viande raisonnée, fait en général par des artisans, des charcutiers. C'est quelque chose qui est quand même globalement très bien fait, qui est très bien fait. Et à 95%, on est quand même sur une cuisine très végétale, ce qui est quand même, à mon sens, un peu novateur, parce que moi, j'ai quand même été éduquée dans ce truc de toujours avoir de la viande sur table. Au restaurant, des cartes qui sont quand même globalement avec une forte présence de viande. Donc voilà, c'est un petit peu ces deux pendants-là que j'ai utilisés pour faire cette cuisine. D'accord. Christian, vous évoluez ou vous vous adaptez en fonction des ressources, du coup, est-ce que c'est ça votre modernité ? Ouais, je pense que c'est d'avoir mis un processus, comme je le décrivais auparavant, qui fait qu'on peut inventer et faire avec les choses qu'il y a. Donc voilà, je pense que c'est un travail qui est un peu personnel, parce que c'était un peu casser des codes, retrouver des systèmes qui étaient par rapport à des anciens métiers que j'avais fait, ou des choses, ou même du kung-fu, on se laisse faire, on fait... Non, mais c'est vrai, il y avait ce truc-là d'être juste en réponse aux choses. Donc ça, est-ce que c'est moderne? Est-ce que ça correspond à un modèle? Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est intéressant si ça peut servir de modèle pour des jeunes, en fait. Oui, en tout cas, vous êtes sur une forme de restaurant qui est relativement novatrice, puisque vous êtes dans une maison, une espèce de table d'hôte avec une jauge assez réduite.
Ouais, et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant pour pas mal de jeunes qui se font un peu massacrer dans le métier, qui peuvent trouver aussi des moyens de s'exprimer à travers la cuisine. Tatiana, vous aurez le mot de la fin pour nous dire enfin, vous nous avez raconté comment le fond essaye de ne pas figer les choses et de ne pas mettre une tradition sous cloche. Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu comment vous voyez cette modernité sur le territoire, comment les choses évoluent et quel est l'état des lieux aujourd'hui selon vous et à venir aussi? Sur la modernité, bon, peut-être juste sur le fait qu'il y avait peut-être quelque chose d'assez moderne à vouloir soutenir l'alimentation durable à travers des dons. Ça revient juste sur cet outil, mais en général, on le fait pour la culture, on le fait pour la santé, on le fait pour l'éducation. On est habitué à la philanthropie, aux dons sur ces sujets-là. Et j'avais juste envie de souligner que si on le fait pour l'alimentation durable, c'est parce que justement, il y a un enjeu qui est très important derrière et qui est un enjeu de santé, qui est un enjeu d'environnement, qui est un enjeu de vivre ensemble aussi, de se rencontrer, de partager, qui est un enjeu de plaisir et de bonheur. Après, sur le futur, je pense qu'il y aura cette partie éducative qui sera sûrement intéressante à peut-être accentuer dans nos aides, parce que l'éducation est sûrement un aspect très important. C'est la nouvelle génération qu'il faut qu'on reconnecte avec le végétal, avec les produits. Et ça peut faire partie des choses sur lesquelles on aura envie de travailler dans le futur, un peu plus, tout en continuant à aider aussi des producteurs, des lieux de distribution. Enfin voilà, il faut travailler sur toutes ces choses en même temps, sur l'avenir. Évidemment, oui. C'est bien l'intérêt de cette grande exposition, le Grand Médé, qui induit tout un tas de thèmes qu'on pourra réaborder pendant ces 3 années. Et la santé et l'éducation, bien sûr, en font partie, une partie fondamentale du régime méditerranéen et des thématiques qu'on a abordées aujourd'hui. On reviendra évidemment en 2021 vous voir les lundis. Le premier rendez-vous sera le 1er février, puis le 15 mars et le 26 avril pour un lundi d'après autour du Grand Médé et de la diète méditerranéenne. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été là et à très vite. Merci. Merci.